Salut tout le monde, seconde partie de notre épisode dédié au Moyen Empire, l'une des périodes fastes de l'histoire égyptienne. Dans la dernière vidéo, nous nous étions arrêtés au règne de Sésostris Ier, alors que l'Égypte retrouve enfin un peu de stabilité, connaît une paix relative et renoue avec la prospérité. Le successeur de Sésostris Ier est Amenemhat II, dont le règne s'étend sur près de 40 ans et qui pourtant reste mal connu. Seuls de rares fragments de stèles nous renseignent sur quelques événements du règne. C'est ainsi le cas de morceaux de calcaire qui portent mention d'offrandes faites aux dieux, de la fabrication de temples et de statues, de quelques campagnes militaires en Nubie ou encore d'expéditions dans les mines et les carrières. Mais ces événements ne nous sont pas connus dans le détail et nous devons nous contenter de ces brèves mentions pour nous faire une idée de la politique d'Amenemhat II. La pyramide de ce dernier se trouve à Dachour et est appelée pyramide blanche du fait des restes du parement en calcaire qui la recouvrent. Du règne d'Amenemhat II, on connaît de bien plus nombreux documents privés comme des stèles. Ces vestiges nous renseignent très peu sur le règne lui-même, mais nous en apprennent un peu plus sur les travailleurs et hauts fonctionnaires de cette époque, même si les informations qu'ils portent sont souvent très stéréotypées, avec des listes de noms, de fonctions, et parfois mention des dieux ou du roi lui-même. C'est également du règne d'Amenemhat II que daterait le trésor de Tod. Découvert en 1936 lors des fouilles du temple de Sésostris Ier à Tod, au sud de Luxor, ce trésor, nom qui lui fut donné par les archéologues, est composé de 4 coffres de cuivre dont 2 sont inscrits au nom d'Amenemhat II. Dans ces coffres, les fouilleurs découvrirent tout un tas d'objets en lapis-lazuli, en argent et même quelques-uns en or. Nombre de ces artefacts ne viennent pas d'Égypte et proviendraient de différentes régions mésopotamiennes. Le trésor aurait été offert au dieu Montou, divinité guerrière à tête de faucon. Il est possible que ce lot d'objets précieux soit issu de tribus versées par des pays liés à l'Égypte. Amenemhat II les aurait alors regroupés avant de les déposer en l'honneur de Montou dans le temple de son père en forme d'hommage. Néanmoins, on sait que le trésor de Tod fut enterré à la 18e dynastie, près d'un demi-millénaire après le règne d'Amenemhat II, et il est donc possible qu'une partie du contenu des coffres soit étranger à ce pharaon. Le trésor ne peut donc être utilisé comme preuve irréfutable de liens étroits, notamment commerciaux, entre l'Égypte et ses voisins du nord durant la 12e dynastie. Arrive ensuite le roi Sésostris II, qui règne environ 8 ans et n'est peut-être pas le fils de son prédécesseur. Il pourrait être de sang royal, mais peut-être issu d'une autre branche que celle du roi défunt. On sait que Sésostris II épousa au moins une des filles d'Amenemhat II, Renmet-Nefer-Edjet, avec laquelle il mit au monde son successeur et probablement plus grand roi de la 12e dynastie, Sésostris III. La politique de Sésostris II fut en grande partie tournée vers le Fayoum et son aménagement. Le roi entendait y développer les terres cultivables afin d'accroître ses revenus et pallier une partie des problèmes économiques qui menaçaient sa place sur le trône et la stabilité de la monarchie. Sésostris II initia également quelques expéditions en Nubie, au Sinaï et au Wadi Hammamat, expéditions qui sont malheureusement très peu documentées. Le complexe funéraire de Sésostris II se situe à Ilaoun, ville fondée exprès pour l'occasion. En effet, Ilaoun fut à l'origine fondée pour gérer la construction du complexe de Sésostris II, et une fois celui-ci terminé, pour gérer le culte funéraire royal. Le site archéologique a livré de nombreux papyrus administratifs relatifs à la vie et aux activités sur place. Gestion du personnel et des ressources, justice, médecine, correspondance entre les habitants suite à des conflits, etc. Ilaoun est un site extraordinaire pour notre connaissance de la vie quotidienne des anciens Égyptiens, vestiges qui nous manquent d'habitude et qui sont ici d'une aide précieuse pour l'historien. À la mort de Sésostris II, la 12e dynastie est bien installée sur le trône d'Égypte. Certaines grandes familles provinciales restent puissantes, comme à Éléphantine et Beni Hassan par exemple, mais elles œuvrent de plus en plus en bonne entente avec le pouvoir royal. Le roi, en échange de leur fidélité, maintient leurs prérogatives et leurs privilèges. Comme le résument nos collègues parisiens, cette première partie de la 12e dynastie est donc une époque de reconstruction du pouvoir royal et de stabilisation politique. Les troubles et contestations ont mis longtemps à se calmer, et Sésostris Ier en particulier a déployé un véritable arsenal de moyens pour justifier et pérenniser l'accession au trône de sa famille et consolider la royauté unique. C'est à ce moment-là que monte sur le trône Sésostris III, considéré a posteriori comme l'un des plus grands souverains de l'histoire égyptienne. Thoutmôsis III lui-même, pourtant considéré comme le pharaon guerrier par excellence, se référait à son illustre prédécesseur dans le cadre de ses propres conquêtes et campagnes militaires en général.
Sésostris devient même une figure quasi mythique au premier millénaire avant notre ère, chez les auteurs classiques, comme chez Hérodote par exemple. Cette figure mêle des éléments des règnes de Sésostris Ier et Sésostris III, et prend la forme d'un héros légendaire, comme les affectionnaient les Grecs. Je ne m'étends pas outre mesure sur le règne de Sésostris III puisque je lui ai consacré un épisode entier. Je vous invite donc à aller le voir si vous voulez en apprendre plus sur ce roi majeur de l'Égypte ancienne. Le successeur de Sésostris III est Amenemhat III, qui reste plus de 45 ans sur le trône d'Égypte et dont le règne est marqué par le calme et la paix, notamment du fait de l'intense activité militaire de son prédécesseur qui a permis de stabiliser le pays et ses frontières. Amenemhat III prolonge le développement du Fayoum initié par Sésostris II, ainsi que les politiques administratives et architecturales de ses prédécesseurs. Il fait ériger un temple à Sobek au Fayoum, fait réaliser tout un lot de statues royales, restaure certains monuments au sud de l'Égypte comme à Éléphantine, etc. Amenemhat initie également plusieurs expéditions dans les mines du Sinaï afin d'extraire du cuivre et de la turquoise. On dénombre plus de 20 expéditions durant son règne. De même, on connaît au moins 18 autres expéditions vers le Serabit el-Khadim, où le roi lance la construction d'un temple sur place. En dehors des expéditions dans les mines et les carrières, l'activité internationale du roi semble avoir été quasi nulle. Quelques sorties en Nubie sont attestées, mais plutôt dans le but d'en exploiter les ressources plus que de lutter contre d'éventuels ennemis ou rebelles. En revanche, on ne sait rien d'une éventuelle activité égyptienne en Asie et au Levant. Du fait de son long règne, Amenemhat III célébra un jubilé en l'an 30, afin de régénérer son être et de renouveler son pouvoir. On lui connaît au moins 2 épouses, dont une nommée Renmet Nefer et Jethaat. Il eut 2 filles, dont une nommée Neferupta, et il est probablement le père de son successeur Amenemhat IV. Il est peut-être aussi le père de Néferous Sobek, dont nous parlerons juste après, mais cela reste incertain. Amenemhat III possède 2 complexes funéraires. L'un se situe à Dachour, avec une pyramide à l'origine prévue pour le roi et ses 2 épouses, mais dont le chantier fut interrompu car le terrain était instable, menaçant la structure globale de l'édifice. Le second complexe se trouve à Awara, dans le Fayoum, et comprend également une pyramide. La mort d'Amenemhat III s'accompagne de nouvelles fissures dans la stabilité toute relative installée par la XIIe dynastie et ses grands pharaons comme Sésostris Ier et Sésostris III par exemple. Les provinces recommencent ainsi à se placer en opposition au pouvoir central. Amenemhat IV accède alors au trône et prolonge la politique de son prédécesseur durant ses 8 ou 9 années de règne. Il continue ainsi d'exploiter les mines du Sinaï et du Serabit el-Khadim par exemple. Malheureusement, on n'a retrouvé aucune trace formelle de son complexe funéraire, et on connaît très mal son règne de manière générale. Le roi qui succède à Amenemhat IV est en fait une reine, qui plus est la première femme à devenir officiellement pharaon, Néferous Sobek. Comme je l'ai dit tout à l'heure, elle est peut-être l'une des filles d'Amenemhat III, et donc potentiellement l'une des sœurs d'Amenemhat IV, mais nous n'en sommes pas tout à fait certains. Néferous Sobek règne environ 3 ans, et comme celui de son prédécesseur, son règne est mal connu. On connaît toutefois ses titres, qui, pour la première fois, sont féminisés. Elle se fait ainsi appeler Méritré, l'aimé de Ré, au féminin, et change le titre de fils de Ré pour celui de Zatra, fille de Ré. De même, l'iconographie de son règne est essentiellement féminine, Néferous Sobek occupant bel et bien la fonction royale, mais sans pour autant renier le fait qu'elle était une femme. Oui, Hatshepsut, c'est exactement de toi que je parle. Reste une question. Pourquoi, pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, la succession masculine est-elle rompue avec l'accession au pouvoir d'une femme officiellement couronnée? Amenemhat IV serait-il mort sans laisser d'héritier? C'est possible. Toujours est-il qu'il n'y a aucune usurpation ni méprise sur le fait que Néferous Sobek était bel et bien un pharaon à part entière. Elle est par exemple incluse dans les listes royales du Nouvel Empire, comme dans la chambre des ancêtres de Karnak. Néferous Sobek est donc reine de plein droit, et son règne semble avoir été plutôt calme et tourné vers la prolongation de la politique architecturale de ses prédécesseurs. Néanmoins, la XIIe dynastie s'éteint avec elle, ouvrant ainsi une période complexe et troublée de l'histoire égyptienne. La transition entre XIIe et XIIIe dynastie est très mal documentée, et la XIIIe dynastie de manière générale est très mal connue. On compte au moins une trentaine de souverains en 150 ans. C'est un bordel! Le premier d'entre eux est Seremré Routawi Amenemhat Sobek Hotep. Au début, il voulait faire encore plus long, mais l'état civil a dit que c'était pas possible. Seremré était peut-être lié à la famille royale précédente, mais ça reste une hypothèse. Quoi qu'il en soit, il cherche à se placer dans la droite ligne de la XIIe dynastie afin d'affirmer son pouvoir, sans succès. Plusieurs rois de la XIIIe dynastie s'appellent Sobek Hotep, Sobek est satisfait.
Mais la succession des rois est trop floue, et les règnes trop mal documentés pour être formellement décrits et listés ici avec certitude. Toujours est-il que le pays continue de profiter d'une relative stabilité, et on n'a pas connaissance de troubles majeurs comme ce fut le cas à la première période intermédiaire par exemple. Les provinces continuent d'œuvrer à la prospérité de l'Égypte, même si les rapports avec le pouvoir central semblent moins prononcés qu'auparavant. De même, les femmes jouent toujours un rôle majeur dans la chronologie royale, dans la droite continuité de leur prise d'importance au courant de la 12e dynastie, et plus encore avec le règne de Néferu Sobek. La 13e dynastie semble marquée par la succession de plusieurs familles différentes, dont certaines ne sont pas d'ascendance royale, mais qui ont su s'associer au trône par divers mariages et alliances notamment. Outre Seremré Routaoui, le premier roi de la 13e dynastie, au moins 3 autres figures ressortent du lot. Le premier d'entre eux est Seremré Swatchtaoui Sobek-Hotep, qu'on connaît mal, mais dont on a trouvé des traces de l'activité architecturale, contrairement à quasi tous les autres rois de la dynastie. Les 2 autres rois, un minimum attestés, étaient frères, Ra-Seremré Neferhotep et Ra-Neferré Sobek-Hotep. Tous deux n'étaient pas de sang royal et règnent au total environ 20 ans, leur règne marquant le déclin de la 13e dynastie et le début de la fin pour le Moyen-Empire en général. Certains chercheurs font même de cette seconde partie de la 13e dynastie le début de la 2e période intermédiaire. C'est dire si c'est un peu le bazar quand même. Les 2 frères ont laissé des traces de leur règne jusqu'au Levant, comme à Byblos par exemple, et en Nubie où ils menèrent quelques campagnes militaires. On leur connaît également quelques chantiers de plus ou moins grande envergure dans la région d'Abydos. Arrivent ensuite les Hyksos, population asiatique qui pousse le pouvoir égyptien à quitter la capitale Hittitaoui pour aller au sud, à Thèbes. Débute alors la 2e période intermédiaire dont il sera question dans les épisodes suivants. Au Moyen-Empire, et à la 12e dynastie en particulier, le roi se fait à la fois plus humain et plus divin. Cela est une réponse à la fragilisation extrême de la royauté à la fin de l'Ancien Empire et durant la première période intermédiaire. Je m'explique. Plus que jamais, le roi apparaît comme le ritualiste par excellence, l'intermédiaire entre les hommes et les dieux, et parfois à l'image même de certaines divinités sur Terre. Mais il est aussi plus humain, plus proche de ses administrés, recherchant la loyauté de ses sujets plutôt qu'une obéissance aveugle. Cette tendance se lit également dans la littérature, qui se développe de façon substantielle à cette époque. On parle même parfois de l'invention de la littérature égyptienne durant la 12e dynastie. C'est évidemment exagéré, mais il est vrai que les premières fictions littéraires égyptiennes, hors texte funéraire bien sûr, datent de cette période. Des compositions comme l'enseignement loyaliste, le conte de Sinoué ou l'enseignement pour Méricaré sont ainsi de bons exemples de cette nouvelle littérature. On reparlera de tous ces textes dans des vidéos dédiées, ne vous inquiétez pas. De manière générale, les textes appelés enseignement ou sagesse sont intimement liés à la condition même de l'élite égyptienne, ainsi qu'aux valeurs morales qu'elle doit véhiculer et respecter afin de s'élever dans la société ou de maintenir sa position au sein de ses plus hautes strates. Les enseignements mettent également en avant le devoir d'obéissance envers le roi et ses supérieurs en général, comme en réponse au morcellement du pouvoir au siècle précédent. Comme le résument Damien Agut et Juan Carlos Moreno Garcia, zélé et plein de componction. Voilà comment se devait d'être le parfait courtisan du début du 2e millénaire. Ouais, c'est pas faux. De même, les hymnes et eulogies royales prolongent cette volonté du pouvoir de montrer le roi comme une personnalité divine dont les qualités humaines inspirent fidélité et attachement. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo dans laquelle je lis les hymnes dédiés à Sésostris III pour vous faire une petite idée de la question. Comme je l'ai évoqué dans le premier épisode, la recherche de légitimité et d'affirmation du pouvoir royal se lie également dans la politique architecturale de la 12e dynastie, qui reprend notamment de nombreuses structures plus anciennes, comme les pyramides et les temples de l'Ancien Empire. C'est aussi le cas de certains motifs, comme l'enceinte à Rhodan, attestée dans le complexe de Djoser, de la 3e dynastie, ou encore de la façade de palais que l'on retrouve sur les sarcophages, et qui rappellent certains motifs des 2 premières dynasties. Quelques différences sont à noter néanmoins. La structure interne des pyramides, par exemple, diffère de celle de l'Ancien Empire, de même que le matériau employé. Les pyramides du Moyen Empire sont en effet majoritairement faites de briques crues, quand celles de la période précédente étaient faites de pierres plus dures, donc plus durables, mais également plus complexes à extraire. Sésostris III va même jusqu'à ajouter à son complexe funéraire un simulacre de palais royal, élément qui sera repris durant le Nouvel Empire. La 12e dynastie se rattache donc aux dernières dynasties prestigieuses de l'histoire égyptienne, tout en innovant par la création de motifs et de structures qui seront repris par la suite.
Les principaux contacts de l'Égypte avec l'étranger, en particulier durant la XIIe dynastie, se firent avec la Nubie, que ce soit par la guerre ou par l'exploitation des ressources minières. Le règne de Sésostris III, comme nous l'avons vu dans l'épisode qui lui est consacré, est à cet égard particulièrement remarquable. La ligne de forteresse qu'il complète et développe s'accompagne parfois de l'installation d'agglomérations conséquentes, à l'image de Mirgissa et de ses presque 8 hectares. Ces forts étaient d'ailleurs nommés de telle sorte qu'ils participaient à l'affirmation du pouvoir royal égyptien en Nubie, comme à Semna, dont le nom était Puissant Er-Rakaouré, c'est-à-dire Sésostris III. La fin du Moyen Empire coïncide avec la perte d'influence de l'Égypte en Basse-Nubie, le royaume de Kerma confisquant la souveraineté et s'implantant dans la région. Les Égyptiens vivant sur place ne sont toutefois pas chassés, et s'accommodent bien de leurs nouveaux dirigeants. L'autorité des souverains de Kerma semble même plus importante encore dans certaines oasis comme Darla et Rarga, les rois nubiens investissant le désert oriental pour pouvoir y circuler librement sans avoir à passer par la vallée du Nil. En dehors de la Nubie, on sait que l'Égypte entretint des rapports avec Byblos, principalement commerciaux. C'est d'ailleurs à cette période que se développe le culte d'Hathor, dame de Byblos. Enfin, du point de vue asiatique, moins en vue durant le Moyen Empire, notons l'installation de populations levantines dans le delta, notamment à Avaris, qui deviendra la capitale des Hyksos. De manière générale, les frontières égyptiennes du Moyen Empire semblent plutôt poreuses, avec beaucoup de va-et-vient dans un sens comme dans l'autre. Échanges commerciaux, combats, recrutement de main-d'œuvre et de mercenaires étrangers, les étrangers occupent une part non négligeable de la population égyptienne, notamment en bas de l'échelle sociale. On connaît de nombreux Asiatiques travaillant dans les champs, des Nubiens participant à l'exploitation des mines et carrières, des Égéens comme marins et interprètes, et ainsi de suite. À partir du règne de Sésostris III, les fonctionnaires portent des titres moins nombreux, ce qui semble aller dans le sens d'une spécialisation dans l'administration du pays. Il est possible que cela réponde à une volonté du roi de mieux contrôler les différents organes de gestion en identifiant précisément chaque poste de responsabilité. Le premier cercle de pouvoir reste celui de l'entourage royal, à la cour. Ce sont les personnes que l'on désigne comme Iripat, princes, mais qui ne sont pas nécessairement des fils royaux, Hatia, gouverneur, ou encore Retemti Biti, responsable du sceau royal. À la tête de ce premier cercle se tient le vizir, bras droit du roi en charge de la gestion de tous les pans de l'administration. Justice, cadastre, impôts, main-d'œuvre, chantiers architecturaux, exploitation des ressources, contrôle des provinces, j'en passe et des meilleurs. Le préposé au trésor est aussi un personnage très important, car il est en charge du remplissage et de la gestion des greniers, du prélèvement des taxes, de l'organisation et de l'exploitation des domaines royaux, etc. En bref, c'est une sorte de ministre de l'économie, qui prend soin des revenus de la couronne et qui gère les ressources essentielles à la prospérité de l'Égypte. Dans les provinces, la fonction de gouverneur tend à disparaître, avec l'intégration des potentats locaux dans l'appareil d'État. Mais les gouverneurs ne subissent pas pour autant une disgrâce, car la plupart d'entre eux accèdent à de hautes fonctions comme le vizirat, à l'image de Rnoumhotep, fils du gouverneur de Beni Hassan, devenu vizir sous Sésostris III. Les grandes familles restent à la tête des provinces, mais leurs anciens titres tombent en désuétude et sont remplacés par de nouvelles fonctions plus en phase avec la situation politique. De plus, l'Égypte n'est plus gérée d'après les dizaines de provinces qu'elle possède, mais d'après 3 grands secteurs: Basse-Égypte, Haute-Égypte et Basse-Nubie. L'ancienne administration provinciale est alors remplacée par un niveau plus urbain lié aux grandes agglomérations. Ce sont alors les maires et dirigeants des villes qui reprennent les prérogatives des anciens gouverneurs. Extraction et transport des ressources, approvisionnement des temples et des chantiers. Ils sont également chargés de recevoir les caravanes commerciales et les tributs étrangers reversés ensuite au trésor royal. Néanmoins, même si les gouverneurs changent de rôle, leurs fonctions se transmettent toujours de façon héréditaire, sous contrôle du roi. Tout cela est associé à l'éducation de certains enfants des familles influentes au palais, à proximité du roi et de sa propre famille, dans une institution qu'on appelle le cap. Le principal vivier de hauts fonctionnaires et d'hommes de confiance reste alors la moyenne Égypte, dans des régions comme celles d'Assiout, Mer, Dersha ou encore Beni Hassan. Cette réorganisation de l'administration et des provinces permit à l'Égypte de retrouver une certaine prospérité. Néanmoins, celle-ci ne bénéficia pas à toutes les strates de la population, les couches les plus pauvres continuant de vivre dans la précarité et ne laissant quasiment aucune trace archéologique de leur existence. Dans le même temps se développe une vaste classe moyenne, catégorie intermédiaire de la population, située entre l'élite et le reste du peuple. Cette classe vit de façon plus ou moins modeste, mais a désormais accès à certaines choses auparavant réservées à la population aisée, comme une tombe et un mobilier funéraire. D'ailleurs, d'autres pratiques autrefois réservées à l'élite tendent à se populariser, comme la possession de domestiques et d'esclaves.
Cette classe moyenne est très difficile à circonscrire précisément. Elle rassemble aussi bien des petits fonctionnaires que des artisans spécialisés, des prêtres, des soldats, et j'en passe. Mais on peut aussi y intégrer des personnages issus de familles modestes, et élevés à un rang bien supérieur à celui de leurs origines, à l'image d'Ekanart, qui vécut au début de la 12e dynastie. La vie d'Ekanart nous est notamment connue à travers les lettres d'Ekanart, ensemble de correspondances qui nous renseignent sur ses activités et sa maisonnée. On sait ainsi qu'il était à la tête d'un foyer d'environ 18 personnes, en comptant sa famille et ses dépendants, et qu'il possédait plusieurs dizaines d'hectares de terre et au moins un troupeau d'une trentaine de bovidés. Ekanart œuvra durant sa vie au développement de ses cultures et de ses revenus, prêtant des céréales à différentes personnes tout en développant ses relations sociales, notamment auprès des hauts fonctionnaires et des autres propriétaires terriens de sa région. Si les Égyptiens de classe moyenne s'approprient d'anciens privilèges réservés à l'élite, cette dernière, dans les provinces, mène une vie proche de celle du palais. Ils se font ainsi fabriquer des statues destinées à leur culte post-mortem. Ils augmentent les dimensions de leurs complexes funéraires. Ils font inscrire des textes autrefois réservés aux rois et reines, comme les textes des pyramides par exemple. Dans l'entourage direct du roi, les courtisans profitent également de cette prospérité retrouvée pour étendre leurs possessions, accroître la quantité et la valeur de leur mobilier funéraire, ou encore faire bâtir leurs tombes au plus près de celles de leurs souverains, comme c'était le cas durant l'Ancien Empire autour des pyramides. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à partir de la seconde moitié de la 12e dynastie, et plus encore à partir de la 13e, les femmes voient leur rôle dans la haute société de plus en plus important. Le titre de Nebetper, littéralement maîtresse de maison, se développe, titre qui semble indiquer que ces porteuses s'occupaient elles-mêmes du domaine dont elles avaient la charge. Elles gèrent ainsi le personnel, travaillent au tissage et à la vannerie par exemple, et doivent garder un œil sur les ressources de la maisonnée. Cela va d'ailleurs de pair avec le développement du patronage, système dans lequel un riche égyptien emploie et rémunère personnellement un nombre plus ou moins important de travailleurs, afin que ceux-ci s'occupent de ses terres cultivables, œuvrent à la réalisation de son complexe funéraire, etc. En bref, l'Égypte du Moyen Empire, et encore plus à partir des règnes de Sésostris Ier et Sésostris III, est une Égypte prospère. De nombreux compartiments de la société voient leur existence bouleversée, dans le bon sens du terme. Nombre d'éléments constitutifs de la culture égyptienne, comme la littérature, l'idée de loyauté envers le roi, ou encore l'installation d'une classe moyenne dans la société, trouvent leur affirmation, si ce n'est leur origine, à cette période. Le Nouvel Empire mènera ces caractéristiques à une sorte de paroxysme, mais c'est bien durant la 12e dynastie qu'il faut en chercher les premiers développements. Le Moyen Empire est souvent considéré comme une grande période de l'histoire égyptienne, période qui donna naissance à certaines formes d'art et à de remarquables monuments, à l'image de la Chapelle Blanche ou plus encore du temple de Karnak. Certes, les sources qui nous sont parvenues donnent une image moins clinquante et prestigieuse que celle de l'Ancien et du Nouvel Empire. De plus, la puissance et la stabilité du pouvoir royal ne sont pas tout à fait affirmées, et sont parfois remises en question, ce qui accentue l'idée d'une époque moins glorieuse. La fin du Moyen Empire peut s'expliquer, comme souvent, par plusieurs facteurs. Être proche de 67 millions de personnes, c'est une prouesse que nous sommes 250 000 à réaliser partout. D'abord, l'autorité royale n'ayant justement jamais été totalement affirmée, la stabilité que connaît l'Égypte durant la 12e dynastie resta toujours un peu fragile et relative. Le roi lui-même doit composer avec diverses personnalités ou groupes de personnes influentes. Certains de ces hauts fonctionnaires lui restent bien sûr fidèles, mais d'autres continuent d'exercer leur autorité et leur influence sur leur province ou dans leur ville. L'oligarchie prospère donc toujours depuis la fin de l'Ancien Empire, de même que d'autres puissances telles que le royaume de Kerma au sud et Avaris dans le delta. C'est en partie du fait de la perte d'autorité du pouvoir central associée au développement de royaumes concurrents que le Moyen Empire finit par péricliter et céder sa place à la deuxième période intermédiaire. Merci d'avoir regardé ce long et riche épisode et j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à partager la vidéo, et moi je vous dis à la prochaine!